Alors moi je vais me présenter, je m'appelle Moussa Ndiénor, je suis agronome, chercheur à l'ISRA. Vous connaissez l'ISRA? Ok. Donc qui s'occupe, l'ISRA c'est une institution sénégalaise, on dépend du ministère donc, de l'Agriculture, qui s'occupe donc toute la problématique de l'agriculture. Donc depuis la production végétale, dont mon laboratoire dépend, donc c'est le laboratoire national de recherche sur les productions végétales. Donc nous sommes à Bel Air, route des hydrocarbures, à côté de la direction générale. Et alors moi je m'occupe de tout ce qui porte sur la gestion donc, de la fertilité en lien avec la fertilisation des cultures. Donc c'est comment évaluer ce que font les agriculteurs pour gérer leur culture en matière de fertilisation. Donc comment les évaluer de sorte, faire en sorte qu'ils puissent produire plus avec peu, donc pour augmenter la productivité, pour éviter moins de pertes de ce qu'ils apportent et pour gagner plus. Mais faire en sorte que leur base productive, qui est le sol, puisse être gérée de façon durable. Donc, brièvement, voilà. Alors, rapidement, qu'est-ce que vous voyez sur ces photos? C'est en lien avec ce que nous sommes, en fait, ce que le cours va apporter. C'est Faye? Faye comment? Hein? Ngilan. Ngilan. Alors, je te pose la question, qu'est-ce que tu peux me commenter un peu ce que tu vois sur ces photos? On peut se tutoyer. Hein? Là, pour la première photo, oui. On voit une structuration du sol. Ok. Sur la partie superficielle, la partie moyenne et la partie en profondeur. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous voyez que la couleur change du haut en bas. Oui, la couleur change du haut en bas. Plus on va par en profondeur, plus la coloration devient moins intense. Voilà. Donc on a une couleur sombre, rougeâtre, et puis ça devient plus clair ici, avec les racines qui sont distribuées dans cette profondeur. Là, on voit des zones. Alors peut-être que si c'est pas clair ici, là vous pouvez voir ça. On voit des zones sur un tas de compost. Voilà, c'est ça. Sur un tas de compost. Ok. Donc fait sur sol ou bien sur un dalle. C'est sur une dalle, une plateforme de compostage. Une plateforme, disons. C'est ça. D'accord. Avec une bâche, voilà, ils sont en train de faire des mesures de température, de suivi. Et enfin? On voit quelqu'un qui est sur son champ. On dirait en train de fertiliser ou regarder ses plantes. Ah, exactement, en train de fertiliser. Donc, ces trois photos, quand vous regardez, ça résume un peu ce que nous allons donc aborder aujourd'hui et demain. Donc, je vais vous parler du sol, avec des définitions générales, mais aussi selon des points de vue de certaines disciplines, ses composantes, de quoi il est constitué, et ensuite ses propriétés, il y a un certain nombre de propriétés. Nous allons revenir maintenant, ces sols-là, qui est la base productive pour produire, c'est extrêmement important donc de connaître, mais comment l'entretenir, comment la gérer, entre autres, en faisant donc du compost, en apportant de la matière organique. Ok? Mais le sol, connaissant ses composantes, on sait donc la gérer de façon durable. On va planter des cultures, mais il faut connaître ces cultures, quels sont leurs besoins, qui peuvent changer d'un moment à l'autre au cours de leur cycle. Et donc, quels engrais faut-il les apporter à quel moment pour produire mieux? Pour ne pas perdre son argent, parce qu'on peut apporter donc, de l'engrais à un moment donné, la plante n'a pas besoin. Mais s'il pleut, vous allez voir que c'est des pertes. Donc il y a des moments clés
il faut apporter l'engrais et puis savoir de quoi a besoin nos cultures pour mieux produire. Donc voilà, on va parler de tout ça. La première journée va porter donc sur le sol, ses composantes, ses propriétés, un certain nombre de propriétés, et puis comment on le gère. Et je pense qu'en deuxième journée, donc demain, on va mettre l'accent sur tout ce qui porte sur la fertilisation. Voilà. Alors, rapidement, donc, le plan, donc, on va dérouler comme ça, donc un certain nombre de définitions sur le sol. Donc, comment un sol va se former. Donc, au niveau de la science du sol, on appelle ça de la pédogenèse, comment se forme le sol, le processus de formation. Quelles sont les composantes du sol? Donc, le sol est composé de différentes phases, on va le voir. Et ce sol a des fonctions qu'elle joue. Donc, on vient de parler donc, que c'est la base productive pour les humains en termes donc, de productivité donc, des cultures. Et nous allons voir la notion de la fertilité des sols, voilà, différents points de vue aussi, et comment gérer cette fertilité. Et enfin, on terminera donc la deuxième journée demain, c'est la fertilisation des cultures. Alors, donc, en termes de définition générale, le sol donc, est considéré comme étant donc, la couche superficielle quand on marche, donc, qui est meuble, qu'on voit. Vous avez vu les premiers horizons que je vous ai montrés. Donc, le sol représente la couche superficielle meuble de la croûte terrestre résultant de la transformation de la roche-mère enrichie par des apports organiques. Donc, c'est une couche superficielle qui est meuble, donc on peut le faire bouger, qui réside de la transformation de la roche-mère donc depuis la base et qui est enrichie ensuite par des apports organiques. Donc, vous allez voir comment ça va se dérouler dans le temps. Alors, on dit que le sol est différent de la croûte terrestre par la présence significative de la vie. Donc, vous allez voir aussi, le sol, ce n'est pas cette partie solide, inerte, mais il y a toute une vie qui est dans le sol. Vous le savez, il suffit de prendre quelques grammes de sol, vous mouillez un peu, humidifiez, vous regardez ça au microscope, vous allez voir qu'il y a une panoplie donc, de la vie qui s'y déroule. Donc ce n'est pas inerte, le sol respire, le sol bouge, le sol change, le sol se modifie en fonction de l'environnement, en fonction de la vie qui s'y déroule. Alors, donc, il y a différents points de vue quand même sur cette définition. Donc, il y a un point de vue pédologique. Alors, les pédologues, ce sont des gens qui s'intéressent à la formation des sols. Alors que les agronomes, eux, ils s'intéressent sur la partie, l'horizon dans lequel les racines sont plus concentrées, où il y a les instruments aratoires, de labour. Donc c'est cette partie-là que les agronomes s'y intéressent. Les pédologues, ils peuvent aller jusqu'à 1 mètre, 1,50 m, voire 2 mètres de profondeur pour voir comment les différents horizons se sont formés dans le temps, comment les sols se formés dans le temps, quels sont les mécanismes derrière. Donc les pédologues s'intéressent beaucoup plus à ça. Donc pour lui, le sol, c'est une formation naturelle de surface à structure meuble et d'épaisseur variable, donc on l'a vu, résultant de la formation de la roche-mère sous l'influence de divers processus. Donc, il y a un processus physique, biologique et chimique. Donc on va voir ça. Donc pour que les sols se forment, donc il y a ces processus physiques d'abord, on va voir, biologiques à travers la vie du sol, et chimiques, donc qui vont se passer pour que le sol, au cours du temps, se forme. Donc la pédologie, donc voilà, c'est la science qui étudie la formation des sols, leur constitution, leur évolution et leur classification. Donc vous allez voir des pédologues qui vont s'intéresser des sols vertiques, des sols ferrugineux tropicaux, donc on va voir ça, etc. Donc il y a une classification taxonomique à l'échelle mondiale, FAO, voire des Américains, donc qui classifient les sols en fonction de certains constituants. Voilà. Et une fois que dans la zone où vous allez intervenir,
vous voulez savoir, mais à quoi correspond, quelle classe fait partie de mon sol. Donc j'essaie de regarder. Dans cette classe des sols, ils vont vous donner quelles sont les particularités de cette classe des sols, les sols qui font partie de cette classe, en termes physiques, en termes de chimique, en termes de potentiel, mais aussi en termes de fragilité. Ils vont vous donner tout ça. Alors, du point de vue agronomique, moi, dont je suis, donc le sol est considéré comme un support de la végétation et de culture. Donc, on s'intéresse à ce niveau-là. C'est la zone exploitée par les racines des plantes et travaillée par les instruments aratoires. Donc, grosso modo, nous, on s'intéresse à cette partie-là pour explorer les potentialités, la fragilité des sols. Parce que les racines des sols des plantes vont s'enraciner dans cette horizon-là pour puiser les nutriments nécessaires à sa croissance. Okay. Certes, ça dépend des cultures, notamment les arbres fruitiers, notamment la mangue, on peut aller beaucoup plus en profondeur. Donc peut-être il y a des agronomes qui s'intéressent sur des cultures pérennes, donc peuvent s'intéresser à cette profondeur-là. Nous, on s'intéresse donc beaucoup plus sur la partie jusqu'à 30-40 cm de profondeur. 0 à 40. Merci. Alors, donc, le potentiel du sol, donc son potentiel de production s'est traduit par la notion de fertilité. Donc, vous allez voir. Donc, quand on parle d'un sol, les gens vont parler de le potentiel. Quel est le potentiel de production de votre sol? Donc, si vous entendez potentiel de production, donc derrière, il y a la notion de fertilité. Okay? On va voir que cette notion est souvent ambiguë, okay? Mais qui peut être variable. Donc c'est cette fertilité-là, en fonction de ses caractéristiques intrinsèques. Donc je vous ai dit tout à l'heure, les sols, en termes de classification, on peut les classer en termes de leur potentiel. Donc ça dépend de constituants originels donc des sols, les matériaux d'origine, la roche mère, parce qu'il y a le climat. Ça va dépendre aussi des interventions humaines. On peut avoir un sol au départ qui a un potentiel de production ou de niveau de fertilité qui n'est pas assez élevé, mais l'intervention donc de l'agriculteur, de l'humain, peut modifier cette fertilité des sols. Donc, pour l'améliorer, en vue de mieux produire. Donc cela veut dire que la fertilité des sols, au départ intrinsèque au sol, est modifiable par l'action de l'agriculteur. Okay? Donc on a des interventions humaines telles que les apports extérieurs, donc c'est la fertilisation, à la fois organique et minérale, nous allons le voir, des amendements minéraux ou organiques. Vous savez ce que veut dire les amendements minéraux? Alors, oui, c'est des fertilisants minéraux, mais le rôle, c'est d'amender les sols. Alors, vous savez, il y a des amendements organiques et minéraux. Donc, j'aimerais que dans ce cours, qu'on puisse interagir. Donc, on est entre nous. Si vous ne comprenez pas quelque chose, réagissez. Donc, j'aimerais qu'on avance comme ça, au lieu de vous dérouler mon intervention. Non. Voilà. Donc, un amendement minéral, par exemple, vous avez votre sol. Donc, clairement, donc, dans un certain nombre de zones au Sénégal où les sols sont acides. Donc, on va voir à quel niveau de pH on dit que le sol est acide. Vous avez des notions? Oui, en dessous de 7 c'est neutre, en bas, mais il n'est pas encore acide, mais il y a des classifications. Voilà, il y a des niveaux. Voilà, au 3,5, on est extrêmement acide. Donc vous allez voir ça. Donc généralement, dès qu'on est en dessous de 5,5, dès qu'on est en bas, inférieur à 5,5, on dit que les sols sont acides, voire très acides. Donc ça, on va voir ça. Cela veut dire que si vous avez ça pour produire, ça dépend des cultures. Il y a des cultures qui sont tolérants en termes des niveaux d'acidité des sols ou l'alcalinité des sols. Donc l'alcalinité, c'est l'inverse. C'est quand on est au-delà de 7, on s'approche de 8.
Donc si vous avez à ces niveaux d'acidité inférieur à 5,5, quelle que soit votre intervention pour améliorer la productivité, ça ne marchera pas tant que vous n'avez pas relevé les niveaux du pH du sol. C'est fondamental. On va venir là-dessus. Et dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Une des mesures, c'est de faire des amendements minéraux. Sa fonction, donc, c'est ici, donc, dans le cas du pH, c'est d'apporter ce qu'on appelle de la dolomie ou bien de la chaux. On fait ce qu'on appelle le chaulage. Donc, c'est à base de calcium et de magnésium. Et on va voir ça dans la journée en termes de mécanismes que cela implique. Quand on apporte donc de la dolomie ou de la chaux, comment on arrive à relever le pH du sol. Donc, c'est à base de calcium et de magnésium qui sont chargés positivement, donc qui vont se fixer sur ce qu'on appelle le complexe argilonique. On reviendra là-dessus. Donc, c'est ça les amendements minéraux. Donc, on fait les chaulages pour élever le pH du sol pour que la culture puisse pomper les éléments minéraux que j'apporte. Sinon, si vous laissez tel qu'il est, le sol, vous apportez donc de l'engrais, mais la plante ne peut pas l'absorber. Parce qu'il y a des niveaux de pH, au-delà de ça, la plante ne peut pas absorber les niveaux. Donc il y a aussi des amendements organiques. Donc, quand on parle de la fertilisation, donc j'anticipe un peu, la fertilisation, alors, notamment minérale, c'est pour, on va dire, alimenter la plante rapidement, au cours de son cycle. Alors que les amendements, c'est pour vraiment s'occuper de l'amélioration du statut du sol en termes de niveau de fertilité, à la fois physique, chimique et biologique. Donc on fait des amendements organiques notamment pour améliorer la qualité du sol en termes donc, on verra ça dans la journée, pour améliorer toutes ces propriétés physiques, chimiques et biologiques. On fait des amendements organiques. La plante peut ne pas en bénéficier en termes de nutriments qui sont contenus dans cet amendement organique, peut-être au cours de son cycle, mais ça a un effet énorme pour les cultures suivantes. Parce que ça nécessite de la minéralisation au cours du temps, ça on verra. Donc des améliorations foncières aussi, donc on a dit l'agriculteur, donc il intervient tout ça pour faire des fertilisations, pour faire des amendements minéraux organiques, mais aussi il fait donc de l'irrigation, il peut faire des canaux de drainage quand il y a excès d'eau, etc. Ça, quand vous partez dans les zones rizicoles, dans la vallée du fleuve Sénégal, vous allez voir, c'est extrêmement important pour produire. Et donc des techniques culturelles appropriées au mode de culture envisagé. Donc, grosso modo, c'est ça. Voilà de quoi l'agronomie, donc son point de vue. À la fois notion de potentiel de production, fertilité, qui peut être variable en fonction de la nature intrinsèque du sol. Donc il y a des sols intrinsèquement sont pauvres. Mais on peut les améliorer à travers des interventions humaines pour produire. Voilà, c'est bon? Alors ça, cette fois-ci, c'est du point de vue des écologues qu'ils considèrent donc les sols comme un milieu à 3 phases. Donc la phase solide, minéraux organiques, qu'ils appellent matrice du sol, une phase liquide dans laquelle les éléments minéraux sont dissous, on appelle la solution du sol, et une phase gazeuse qui occupe les pores. Donc, et ils appréhendent les sols sous ces 3 formes-là. Donc, du coup, au Sénégal, quels sont les grands types de sols que nous, on a aujourd'hui? Donc, c'est des cartes qui datent de longtemps. Et on voit beaucoup plus de rouge dans cette partie-là, donc notamment dans les bassins arachidiers, à la fois centre-sud au nord, mais aussi quasiment à l'échelle du pays qu'on le voit, la couleur rouge. C'est des sols ferrugineux tropicaux. Et ce sont des sols, du point de vue physique, très sableux. Donc, je vais vous montrer donc, quelques résultats de ces analyses. Donc des sols très sableux,
qui ont cela veut dire que des sols sableux, dès que vous arrosez ou bien quand il pleut, très perméable. Et donc, il pleut aujourd'hui, même 50 mm, 20 mm, 30 mm, à quelques heures après, tout est parti. Ce sont des sols qui ont une faible teneur en carbone. Alors, carbone, je fais référence à la matière organique du sol. Parce que dans la matière organique du sol, plus de 50% est composé du carbone. C'est pourquoi souvent on raisonne par carbone. Mais aussi les autres nutriments, à la fois l'azote, phosphore. Donc on a un sol intrinsèquement, la majorité de nos sols, donc ces sols sableux-là, intrinsèquement, en termes de potentiel de production, est extrêmement faible. Et cette fragilité donc, de nos sols peut être aggravée par des pratiques culturelles des agriculteurs. Donc il suffit d'aller, en tout cas dans certaines zones, notamment en milieu rural, quand les agriculteurs on cultive, nos pères, ils font du maïs, du mil ou autre, on récolte tout et puis on l'exporte pour amener ça pour les bétails. Bon, si les bétails consomment et que ça revient comme fumier, tant mieux. Donc il y a, comment dirais-je, le transfert de fertilité. Par contre, si c'est pour faire des tapages, des clôtures et que ça ne revient pas, et qu'on ne restitue pas ce que la plante a prélevé, au fil du temps, on va porter atteinte au niveau de potentiel de production donc de la terre. Ok, mais aussi l'érosion hydrique, quand il pleut, il peut y avoir de l'érosion hydrique qui va décaper les sols parce que la structure n'est pas bonne. On viendra sur ce concept et ce qu'on entend par structure. Donc on va décaper les sols et puis on perd le nutriment, on perd la partie fertile qui est en surface à cause de l'érosion hydrique. Mais aussi, vous savez, on est face à la Mauritanie, le désert pas loin. Donc à partir du mois de mars, février, il y a un vent qui souffle, un vent chaud et sec, c'est l'harmattan, donc qui va éroder aussi les sols, ce qu'on appelle l'érosion éolienne. Et souvent, cette partie qui est érodée en surface, c'est là où il y a les éléments essentiels, les nutriments. Et jusqu'en Europe, donc ces vents de sable se déposent là-bas, donc c'est vraiment la fertilité de nos sols qui sont en train de partir. Donc s'il n'y a pas, comment dirais-je, un couvert qui reste au sol pour empêcher non seulement l'érosion hydrique donc de s'y dérouler comme il faut, mais aussi à l'érosion éolienne, donc j'imagine, en fait, vous comprenez, je fais référence si on arrive à avoir un tapis herbacé ou des arbres, donc ça peut maintenir, en tout cas limiter à la fois l'érosion hydrique, mais aussi l'érosion éolienne. Malheureusement, vous savez que ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, depuis l'indépendance, ça me dans les bassins arachidiers pour les colons, pour promouvoir la production de l'arachide. Donc il y avait une société de développement qu'on appelle Sodeva, on a encouragé les agriculteurs de couper les arbres pour qu'on puisse faire la traction animale. Considérer l'arbre comme un obstacle pour faire cette innovation, pour développer l'innovation. Donc ils ont coupé les arbres qui sont sortis carrément donc, du paysage et aujourd'hui on a les conséquences, quoi. Heureusement, quand vous partez dans les Sines, autour des Niarar, même à partir de Thiès, en allant jusqu'à vers Bambé, vous allez voir donc, un parc de Fédéribia, donc qui s'est maintenu, même si aujourd'hui aussi il y a des problèmes en termes d'entretien, en termes d'amélioration, en termes d'intensité d'arbres à l'intérieur. Voilà. Donc, ce n'est pas que des sols ferrugineux, vous verrez aussi des sols ferralitiques, qu'on le voit beaucoup plus vers le sud. Donc, ce sont des sols qui ne sont pas dominants, hein, mais on les trouve aussi vers Tamba. Alors, quand on dit ferralitique, ce sont des sols qui ont beaucoup de fer et d'aluminium. Donc, c'est des sols profonds aussi. Alors, je reviens sur les sols ferrugineux tropicaux qui sont des sols trop profonds. Ça, c'est super. Mais le problème des sols ferralitiques, donc, c'est d'être riche en aluminium et en fer.
Donc quand on dit riche en aluminium, déjà, c'est-à-dire qu'ils ont leur pH bas. Et le fait qu'il y ait de l'aluminium et du fer, ça peut bloquer, comment dirais-je, la disponibilité d'un certain nombre de nutriments, notamment les phosphores. Et ça, c'est connu, ça. J'étais à Madagascar, la majorité de leurs sols, c'est des sols ferralitiques. Et donc le phosphore est un problème majeur dans ces sols-là. Voilà. Oui. Vous avez dit au niveau de Madagascar, mais eux, ils font la culture de la vanille. Donc, est-ce que c'est bien pour faire la culture de la vanille si on a des sols ferralitiques ou... Alors, je ne connais pas la vanille. La vanille ne se fait pas. Moi, j'étais sur les hautes terres. Parce que Madagascar, il y a ce qu'on appelle... il y a beaucoup de zones agroécologiques très contrastées. Du nord au sud, du centre vers la mer. Donc moi, j'étais sur les hautes terres. C'est là où vraiment on a énormément de... Alors que la vanille, c'est dans des zones très humides, vers la côte, je ne sais pas, c'est vers Nosibé. Donc l'autre côté au nord, où on fait beaucoup plus humide encore, ils font de la vanille. Donc je ne sais pas, est-ce que plus précisément dans cette zone il y a des sols ferralitiques. Et de toutes les façons, Madagascar, je pense que le premier producteur mondial, donc cela veut dire que la vanille c'est bien adapté à cette zone, quoi. Voilà. Donc là où j'étais, donc on fait du riz dans les bas-fonds. Et donc parce que c'est très haut, hein. On était là où, quand ils appellent haute terre, on peut aller jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Nous, on était à 1700 mètres d'altitude. Et là, dans les bas-fonds, vous avez du riz, ils font du riz. Donc c'est le riz pas irrigué, hein, c'est l'eau du fleuve, l'eau de la pluie qui ruisselle le long de la vallée. Donc ils font du riz. Et au fur et à mesure où ils s'éloignent donc des fonds de vallée, donc ils font du maraîchage, ensuite manioc, et sur les hauteurs qu'on appelle les collines, les tannettes, et il y a du pâturage, voire donc eucalyptus généralement. Et ces sols-là, c'est là où il y a vraiment un problème donc, de fer et d'aluminium. Monsieur. Oui. En fait, les sols sableux, c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler sols dior. Exactement, voilà. Il y a les sols dior, mais aussi, il y a aussi les sols deck. Voilà, vous entendez sol, deck, dior. Alors, ban, je ne sais pas si vous avez entendu souvent parler de ça. Ban. Les ban, ça c'est les sols lourds. Voilà, ban. Et là où il y a un deck, là, comme on dit. Voilà. Et donc, hein? Comment? Oui, les sols ban sont très souvent argileux. Donc, vous avez dior, qui est extrêmement sableux. Vous avez deck, qui est encore sableux, mais moins que dior. Et ensuite, vous avez ban, et qui sont beaucoup plus argileux. Et donc, vous allez voir les types de sols, en fonction de ses caractéristiques, notamment chimiques, physiques, j'allais dire de son potentiel de production, voire sa disposition dans les paysages, ça peut complètement subdiviser les paysages en système de culture. Par exemple, les sols lourds dans la vallée, on fait du riz, quoi. On ne peut pas faire sur des sols lourds, par exemple, de l'arachide. Pas possible, parce que l'arachide n'aura pas la capacité de développer ses gousses. Parce que c'est des sols, quand ça commence à être sec, ce n'est pas possible. Alors que les sols dior sont considérés, dans la période coloniale, je vis de papier, on considère les sols dior comme étant les sols à arachide. Donc ces meubles, les gousses peuvent se développer rapidement. Mais il y a aussi l'arachide, mais aussi les milles. Grosso modo, on le fait sur les sols dior. Le sol dior, on peut faire aussi du maïs, mais il faut qu'il y ait de la pluie et des engrais, des matières organiques. C'est pourquoi, donc, je vais vous montrer ce qu'on appelle, ce que je viens de vous dire là, donc ça va enchaîner directement sur ça.
ce qu'on appelle les zones agroécologiques du Sénégal. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc, vraiment, il faut avoir cette vision dans votre tête. Au Sénégal, comment sont divisées ce qu'on appelle les zones agroécologiques, qui est lié au climat, qui est lié au climat, donc température, pluviométrie, mais aussi un peu les systèmes de culture, c'est-à-dire les cultures dominantes qui se font dans cette zone. C'est en fonction de leur potentialité, mais aussi, comment dirais-je, donc potentialité liée au climat. Donc là, vous avez la zone du fleuve, qu'ils appellent la zone agroécologique du fleuve. Et c'est là où est concentré, vous le savez plus que moi, le riz irrigué, et qui sont justement dans des sols lourds, qu'on appelle peut-être plus que Ban. Donc souvent dans la vallée, depuis de Dagana, en allant vers Podor, Matam jusqu'à Bakel, donc il y avait donc des zones anciennement plus ou moins des marigots, voire les gens pratiquaient de la culture de 2 cris, parce que souvent, moi je suis du fleuve, hein. Quand le fleuve Sénégal s'est remplissé, on m'a raconté ça dans les années 50-60, le fleuve s'est rempli, après va se déverser sur les terres. Et au fur et à mesure donc, que l'eau se retire, les gens ils font de la culture de 2 cris, du sorgho. Donc ce sont ces terres de 2 cris, des terres extrêmement fertiles, qu'à un moment donné, on a aménagé pour faire de la riziculture. Donc on a fait la riziculture dans cette zone pour, dans les années 70, 80, ça veut dire qu'il y avait de grandes sécheresses. Et pour maintenir donc les gens, il y a eu beaucoup de migrations, à la fois proches à l'intérieur donc, du pays, voire de la sous-région, voire lointaine. Pour maintenir la population dans cette zone, on a développé la riziculture, d'où la création de l'OMVS, l'Office de mise en valeur du fleuve Sénégal, avec le Mali et la Mauritanie, qui est à la Guinée aujourd'hui. Donc voilà, au-delà du riz, donc sur des sols lourds, et après, il y a eu des critiques, parce qu'il y avait la monoculture du riz. À un moment donné, ils ont dit qu'il faut diversifier, parce que les gens ils ne font même pas que du riz, ils ont besoin donc de revenus monétaires. Ils ont aménagé donc les terres qui sont moins lourdes, donc pour faire de la tomate, du maraîchage, j'allais dire. Donc vous avez entendu aujourd'hui, c'est la filière oignon est plus développée dans cette zone, mais aussi la tomate. Voilà. Vous avez les Niayes, que vous connaissez bien, donc c'est la zone d'excellence en horticulture, qui va donc de Dakar jusqu'à Saint-Louis, donc Kayar. Il faut beaucoup donc de pommes de terre. Vous avez la zone de Ferlo, c'est la zone sylvopastorale, essentiellement d'élevage extensif, donc il y a peu de culture. Ici, quasiment la pluviométrie est environ 200 mm, 300 maximum. Donc, pour maintenir les gens, pour vivre de l'agriculture, c'est que l'irrigation, ce n'est pas possible. Okay? Vous remontez un peu, il ne pleut pas beaucoup aussi. Donc la zone de Dara, en allant vers Linguère, il n'y a pas assez de pluie. Donc vraiment, c'est la zone de pâturage. Et vous avez la zone de production d'arachides, mais aussi d'10 000 par excellence au Sénégal, c'est le bassin arachidier, mais qui est subdivisé en 2 zones. La zone bassin arachidier nord, donc qui va aller un peu Thiès, Diourbel, voire même une partie de Fatick, ok, où rarement on fait du maïs. C'est difficile de faire du maïs. Ici, c'est à base de mil en rotation avec l'arachide. On ne peut pas faire du maïs. Les sols sont durs, hein, on a vu. On ne peut pas faire du maïs, mais c'est parce qu'il n'y a pas de pluie. On est autour de 500 à 600 mm. Vous avez les bassins arachidiers, donc au centre-sud, grosso modo, donc plus ou moins au centre, au sud de Fatick, la région de Kaolack, la région de Kaffrine, où vraiment vous avez de l'arachide, vous avez du maïs, vous avez du mil, plus diversifié qu'ici, en tout cas. Donc la pastèque aussi est en train de se développer beaucoup dans cette zone-là. Ensuite, vous avez le Sénégal oriental, donc c'est Tambacounda, Kédougou. Vous avez énormément de maïs, mais aussi du coton. Donc vous avez des sols beaucoup plus lourds ici, mais surtout il pleut beaucoup. Okay.
vous avez du sorgho, vous avez du mil, beaucoup plus diversifié encore que le bassin arachidier, plus donc on va dans le sud avec beaucoup plus de pluviométrie. Ok. Et là, donc la Casamance, à la fois la basse, moyenne et haute Casamance, donc il n'y a pas assez de coton, il y en a quand même, mais vraiment à base comment dire, du riz pluvial, traditionnel, cultivé, du maïs, du sorgho. Donc voilà en gros, si j'ose dire, les bassins de production des différentes cultures, quand on est au Sénégal, ce qu'on appelle les zones agroécologiques, qui ont chacune leur potentialité, mais aussi leurs contraintes à savoir. Ok. Alors, donc je disais tout à l'heure, donc on va aller, on a parlé du sol. Quels sont les processus qui sont mobilisés donc, pour qu'un sol se forme? Donc, on avait parlé d'un processus physique, d'un processus chimique, biologique. Donc, dans un premier temps, vous avez donc, le sol qui est là avec la roche. Donc, il y a 3 étapes. Dans une première étape, c'est j'allais dire, un processus mécanique. À travers l'altération et la fragmentation de la roche, va se faire fragmenter et s'altérer sous l'action d'un certain nombre d'éléments physiques, ici l'eau. Donc à travers ces phénomènes mécaniques, donc à la fois la chaleur, la température, etc., donc le processus va s'enclencher pour démarrer la formation du sol. Ensuite, une fois que le sol s'est formé, au fil du temps, la vie va renaître. Et en renaissant donc la vie, la plante c'est une vie, les micro-organismes qui vont se développer c'est une vie, vont déposer donc de la matière organique, donc qui va être enrichie dans la roche et puis se transformer. Ok. Donc, dépôt de résidus essentiellement végétaux, transformation par les micro-organismes vivants, qui va donner, on reviendra là-dessus, ce qu'on appelle l'humus. C'est le cœur de la fertilité du sol. Et la dernière étape, c'est ça, donc c'est formé, transformation, ensuite ça va migrer. La première photo, donc la diapo que tu commentais, donc c'est en fait ça. Donc, les éléments qui sont formés ici, les nutriments, avec l'action donc de la pluie, des instruments oratoires, des travaux du sol, ça peut entraîner, comment dirais-je, ces nutriments vers les différents horizons donc, du sol. Donc il y a un déplacement donc, des éléments par différenciation, donc de mouvements d'eau à la suite des mouvements d'eau du micro-organisme, etc. Donc le sol va se former, etc. Donc ça peut prendre souvent donc, un siècle ou plusieurs siècles. Donc du coup, le sol ne va pas se régénérer tout de suite. Il faut s'en occuper parce qu'une fois que ça s'est dégradé, pour reconstruire donc, son potentiel, donc c'est énormément d'énergie et de temps qu'il faut. Voilà, donc une image que vous voyez, les 3 processus que je viens de vous décrire tout de suite. Alors, donc, de quoi est composé le sol? Donc, on a vu du point de vue des écologues, donc les 3 phases. Donc, une phase solide, ok, qu'on voit ici, qui représente à peu près 50%, d'accord. Minéral 95%, donc la fraction solide minérale énorme, et la fraction organique 5%. Et ça, c'est ça qui va être à la base de toute la vie qu'on trouve dans les sols. Ok. Donc la phase gazeuse, environ 20%, et une phase liquide de l'eau, 30%. Alors ce que je voulais montrer ici, là, ce qui m'intéresse, c'est la partie organique.
c'est ça qui va donc faire vivre nos sols en termes pour la productivité, pour son potentiel. Quand vous êtes dans les pays tempérés, même froides, vous avez jusqu'à 5 à 10% de la matière organique. Ok? Quand vous êtes dans les pays tropicaux, au sud notamment du Sahara, chez nous, souvent c'est moins de 5%. Donc déjà, si la matière organique constitue un paramètre, le paramètre le plus important en termes de potentiel de production donc des sols, donc voyez-vous qu'on est fragilisé par rapport à eux, en termes au niveau nature. Est-ce que vous pouvez me dire, à votre avis, pourquoi il y a plus ici de matière organique et ici on en a moins dans nos pays? Est-ce que quelqu'un a une idée? Il y a un micro. Pardon. Peut-être que c'est par rapport peut-être au climat. Micro. Ça peut être dû à la température du climat, peut-être aussi à la pluviométrie, ce qui favoriserait le maintien de la vie des micro-organismes. C'est ça. Parce qu'ils veulent des climats plus humides, mais pas comme ça. C'est ça. Ok, donc vous avez parlé donc, de la biomasse, c'est vraiment important, et de la vie donc des sols, pluie, etc. Ouais. Oui, quelqu'un a une autre, oui, une idée, monsieur? Excusez-moi, bon, on reviendra. Vous avez une idée là-dessus? Non. Donc oui, et voilà. Donc je pense que c'est ça. Dans les pays tempérés, généralement, donc on a dit pays froids, la température est un paramètre extrêmement important avec l'humidité par rapport au stock de matière organique dans les sols. Il y a aussi les types de sols. On a dit que nos sols sont sableux. C'est-à-dire que ce sont des sols qui vont se chauffer beaucoup plus rapidement que dans ces zones-là. C'est froid, parce que quand il fait froid, donc elle a fait la biologie, les micro-organismes ne peuvent pas travailler. Même nous, quand il fait frais, on a envie de se coucher, mettre la couette, quoi. Encore ici, il ne fait pas trop froid, mais en Europe, quand il fait trop froid, ben, tu as envie de rester, tu n'es pas très actif. Les micro-organismes, c'est pareil. Donc s'ils ne sont pas très actifs ici, ben, la matière organique qui tombe, parce qu'il y a de la biomasse, ben, va s'accumuler. Donc ils vont la décomposer, peut-être une période de l'année, donc ça va s'accumuler, etc. Et puis ils ont des sols peut-être moins sableux que les nôtres. Donc le fait qu'on a des sols où on n'a pas assez de biomasse d'abord, nos sols sont sableux, donc ça chauffe. Ici il fait chaud chez nous, la matière organique, le peu qu'on apporte aussi, qui est dans les sols. Donc si c'est chaud, dès qu'il y a une certaine humidité, une certaine pluie, bon, on va accélérer le processus de minéralisation. Les micro-organismes vont s'activer, minéraliser. Et la matière organique qu'on a, donc à la limite, on va avoir une petite quantité donc, de matière organique. C'est pourquoi il y a un débat aujourd'hui sur la séquestration du carbone, que vous entendez souvent. Du carbone, vous avez entendu parler. Voilà. Donc, certains pensent que, ben, écoutez, dans les sols sableux, dans nos pays, il est difficile de séquestrer du carbone. Parce que la matière organique se minéralise très rapidement, contrairement donc, à d'autres pays. OK? Donc, on va voir des mesures concrètes dans les bassins arachidiers où on a travaillé. Quel est le niveau de matière organique? On est inférieur même à 1%. C'est grave. Bon. Alors, donc la phase gazeuse, donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont là, l'azote, l'oxygène, autres gaz, etc. Donc il faut donc, le savoir aussi. Donc l'activité des animaux du sol et des processus de décomposition. Donc ça, à la fois l'oxygène et le gaz carbonique, donc, parce que
quand les matières organiques, on a dit quoi? L'activité des animaux, voilà, et des processus de décomposition. Les animaux, en termes de gaz carbonique qui se dégagent lorsque les micro-organismes décomposent, donc tout ça, on trouve ça dans les sols, donc, mais aussi de l'oxygène pour respirer parce qu'il y a des galeries, donc l'oxygène peut passer. Alors, donc, on revient donc sur la phase solide qui est composée d'un certain nombre de composantes, à la fois la fraction minérale, organique, et d'un certain nombre de propriétés extrêmement importantes. Alors, dans la fraction minérale du sol, vous avez ce qu'on appelle une composition minéralogique, donc un ensemble de minéraux, donc qui constitue donc cette fraction minérale, mais aussi une composition élémentaire en fonction des éléments et ce qu'on appelle la granulométrie. On reviendra à tout ça rapidement. Donc, dans les processus de formation du sol, donc on a dit le climat, donc tout ce qui est température, froid, donc tout ce qui est la partie mécanique qui agit sur la roche. On voit ici, à la fois donc mécanique, chimique, qu'il faut du temps. On a dit il faut peut-être même un siècle pour qu'un sol se forme. OK. Et de la topographie, va dépendre de la topographie. Est-ce qu'il y a des parties, la matière va s'accumuler où on est en hauteur. Et aussi des organismes vivants qui vont se développer. Donc tout ça réunit sur la matière organique. Donc les climats, il faut du temps en fonction donc de la toposéquence et des organismes vivants qui sont sur cette partie donc de la roche qui se forme en tout cas dans ces lieux. On va avoir après cette action des minéraux primaires, ce qu'on appelle des minéraux primaires. On va revenir là-dessus. Des minéraux primaires, on va passer à des minéraux qu'on appelle des minéraux secondaires, qu'on appelle des minéraux argileux, des oxydes, des carbonates. Les carbonates, on les trouve beaucoup plus dans les sols autour de, si vous connaissez un peu, autour des Sococim. Donc les Niayes des Sococim, en allant jusqu'à Diamniadio, c'est le meilleur sol qu'on a, qui est en train de se transformer aujourd'hui en ville. Donc en allant jusqu'à un peu vers Thiès, c'est des sols où on exploite du phosphate. Donc c'est pourquoi Sococim s'est installé là-bas, jusqu'à une partie en Boro. Donc c'est là ils exportent, parce que le minerai est là, quoi. Voilà. C'est le meilleur sol qu'on a. Même à côté là-bas, de ICS. Oui. Le sol est très, très bon là-bas. Où ça? ICS de Boro. En Boro, voilà, c'est ça. C'est là où ils exploitent la roche-mère, donc des roches carbonatées, donc, pour faire du phosphate exporté. Bon, jusqu'à Diamniadio, je ne sais pas si vous arrivez à Diamniadio, vous voyez le sol en bas, en haut là, donc c'est noir, c'est que les agriculteurs appellent dek, voire même ban. Oui, environ 50 cm de profondeur, vous arrivez à la roche-mère, la roche calcaire blanche. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Voilà, c'est extraordinaire. Donc voilà. Donc, avec l'ensemble de ces actions, donc vous avez la formation des minéraux primaires, ensuite des processus vont se faire, vous aurez donc des minéraux secondaires. Alors, je ne vais pas trop insister là-dessus. Ce qu'on appelle des minéraux primaires, c'est ça, c'est des quartz, des zircons. Alors, zircon, pas loin quand vous partez à Louga, à l'approche de Louga, à votre gauche, en allant vers Saint-Louis, on exploite aujourd'hui du zircon. C'est un des minerais rares, donc, que le Sénégal est en train d'exploiter et puis exporter. Donc, c'est des minéraux assez... voilà. Donc c'est ce qu'on appelle des minéraux primaires. Ensuite, vous avez... Donc, dans les processus, ce sont ces minéraux d'abord qui se forment. Ensuite, les minéraux secondaires. Donc, voyez-vous, ici, c'est extrêmement important, la kaolinite. Parce que je vous ai montré les grands types de sols au Sénégal. On a dit que les sols ferrugineux-tropicaux, sols sablés, appelés Dior, c'est les sols qui dominent. C'est que les minéraux secondaires plus dominants donc,
dans ces sols, en termes d'argile, c'est une argile de forme 1-1, qu'on appelle 1-1, c'est la kaolinite. Or, la kaolinite, contrairement aux smectites, donc qui sont dans des sols bannes, lourds, n'ont pas un grand pouvoir donc, de rétention d'eau, donc, et contrairement donc, à ces sols. Donc, vraiment, leur intérêt en termes de potentiel de productivité de nos sols est faible. Bon, malheureusement, nos sols sont constitués de kaolinites, en majorité. Voilà. Ensuite, donc, vous avez ces les minéraux donc, secondaires. Donc, vous avez des oxydes et hydroxydes, donc on en a parlé tout à l'heure. Je ne rentre pas dans les détails. Et enfin, vous avez les carbonates. Les oxydes, c'est à la fois des fer ou d'aluminium qui se lient à l'oxygène, et qui vont former des complexes donc, dans le sol. Donc voilà. Et, au niveau de la fraction minérale, donc, vous voyez donc, dans les sols, il y a un certain nombre donc, des éléments qui sont abondants, d'autres pas beaucoup. Donc l'oxygène, le silicium, l'azote, le fer, le calcium, etc. Le magnésium, on vient d'en parler. Voilà. Alors, donc dans la composition granulométrique, donc vous avez ici une classification de AFNOR, c'est l'Agence française de normalisation, en fonction des tailles des éléments. On va classer donc est-ce qu'il s'agit de limon, est-ce qu'il s'agit de sable fin, sable grossier, etc. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Quand on parle d'argile ou de limon fin, on s'adresse à quelle taille, etc. etc. Voilà. Alors, donc, je parlais tout à l'heure qu'on est dans des sols majoritairement sableux. Vous voyez que le sable, la taille est beaucoup plus grosse que les limons ou limons grossiers. Okay? Et l'argile. Donc cela veut dire que dans nos sols, on a moins d'argile, en tout cas sur les sols ferrugineux-tropicaux. Donc cela veut dire que leurs tailles ne sont pas fines. Or, avoir donc des terres, ce qu'on appelle des terres fines, c'est extrêmement important pour l'agriculture. Parce que c'est là où donc, on a une forte perméabilité quand l'eau tombe rapidement, donc ça se dessèche. C'est là où, quand vous apportez de l'engrais, que vous n'avez pas préparé les sols pour mieux utiliser votre engrais, pour plus en bénéficier, vous perdez une grosse partie de votre engrais quand il pleut parce que c'est des éléments grossiers et c'est perdu. Alors que les éléments fins ont leur capacité donc de limiter cette perte-là. Okay? Malheureusement, on ne peut pas agir sur ça, c'est intrinsèque au sol en termes de teneur en argile en sable. Par contre, il y a des pratiques, des interventions humaines, telles que je dis, pour limiter ces pertes de nutriments. On peut le faire, mais on ne peut pas modifier ça. Ça, c'est lié au sol, à la nature du sol. Donc, voilà, donc c'est qu'on appelle l'argile granulométrique avec des minéraux algéreux, plus des oxydes, on vient de voir, hein, des calcaires, mais aussi la minéralogie donc, de l'argile liée à à l'altération de la roche-mère. Alors, donc, quand vous avez un sol, vous avez, on peut vous poser la question devant quelqu'un qui travaille sur la science du sol, voire même un agronome, demander quelle est la texture de vos sols. Donc, si vous entendez par texture, c'est ça. C'est en termes donc, de la taille et de la nature des constituants minéraux. C'est ce que les tableaux que je viens de vous montrer en termes de taille. Donc, des éléments qui le composent. Est-ce que c'est un sol à texture sableuse, on va dire, à texture limoneuse ou à texture argileuse, donc grossière ou fine.
Voilà, on vous renvoie à ça. Il faudra savoir. Ah oui, mon sol a une texture sableuse ou bien une texture limoneuse. Mais avant de ça, on peut l'apprécier. Il y a des façons de l'apprécier sur le terrain. Mais pour l'apprécier, il faut des analyses au laboratoire. Oui. Un seul regard ne peut pas suffire pour dire la texture du sol. Comment? Un seul regard. Oui. Ne peut pas permettre de dire la texture du sol. C'est peut-être une première approximation, mais ce n'est pas, assez fin. Il faut un expert qui a l'habitude donc de toucher le sol pour dire, ben voilà, sa texture est telle. On peut le dire. Maintenant, pour avoir une certaine finesse, ça, il faut passer au laboratoire. On peut dire, ouais, ta texture elle est sableuse. Maintenant, tu ne peux pas aller jusqu'à dire la teneur en sable grossier fin, ça doit être autour de ça. OK? Donc, oui, on peut le savoir, mais avec un expert qui a l'habitude donc de toucher ces sols. Et après, on pourrait avoir, pour avoir les carnets, on peut faire des analyses au laboratoire. Donc la texture, c'est ça, c'est la taille et la nature de constituant qui le constitue. Et donc son importance, c'est par rapport à la facilité de travail du sol. Donc on parlait donc de nos sols sableux. Ils ont quand même leur atout, c'est qu'on peut facilement les travailler. Il suffit de prendre la hilaire et puis tu roules, quoi. C'est facile. Donc c'est aussi un intérêt. On peut aller vite pour faire les. Par contre, si on est sur lourd, on te donne hilaire, moi on me donne un sol sableux, ben, je vais finir avant que. Donc c'est la facilité de travail. Ça c'est important. Donc la quantité d'eau est retenue, vitesse de circulation, c'est extrêmement important pour la texture du sol. Donc, on en a parlé pour le sol sableux, où la texture est sableuse, sa capacité de rétention en eau du sol est faible et l'eau va circuler rapidement en profondeur. Un sol, en fonction de sa capacité de drainage, de rétention en eau, de température et aération, c'est aussi donc un indicateur qu'il faut prendre en compte. Tout ça pour apprécier. Quand on parle de texture, il y a tous ces indicateurs derrière. Voilà. Dès qu'on parle d'une texture fine, probablement, ce n'est pas facile à travailler. OK? Elle a cette capacité de retenir de l'eau, etc., etc. Donc, il faut avoir à l'idée donc les fonctions qui sont derrière. Donc quand on dit sol riche, donc notamment un sol qui est riche mais avec du sable, il faut que ça soit perméable et filtrant, donc qui peut bouger. Éléments grossiers plus sable fin et limon. Donc tu vois, plus on tend vers des éléments fins, plus le sol devient plus ou moins imperméable. Et c'est pourquoi il faut drainer dans les sols lourds, dans la vallée. Il faut un drainage. Ici, le sol sableux, on n'a pas besoin de drainer, il y a un drainage naturel. Quand il y a excès d'eau, ça s'en va. Maintenant, quand il y a de grosses pluies, tout de suite l'eau ne peut pas tout d'un coup rentrer. C'est pourquoi il y a ruissellement, érosion, et donc on perd le sol. Donc, on a vu la classification en termes de taille, de texture. OK. Quand le sol est riche en limon, donc il y a une taille qui correspond c'est quoi un limon, avec la classification dont je vous ai dit. Donc souvent c'est des sols qui n'ont pas une bonne structure. On reviendra là-dessus. Alors, sensible à la battance, cela veut dire quoi? Il y a une couche fine qui va se former sur la surface du sol. Et quand il pleut, la pluie a du mal à casser cette croûte pour s'infiltrer. Donc c'est comme si un écran qui empêche l'eau de s'infiltrer. Et qu'est-ce qui se passe? Érosion. Donc un certain nombre de sols, notamment en France, en Europe, ce sont des sols limoneux, donc ils sont très confrontés à la croûte de battance. Donc ça, c'est pas bon, parce que ça va entraîner ce qu'on appelle l'érosion hydrique dont on a parlé tout à l'heure. Bon, nos sols, grosso modo, on n'a pas
assez de limons. Il y a plus de sable que de limons. Maintenant, ça peut dépendre d'une zone à l'autre. Mais en majorité... Donc, il y a une équation qui existe pour dire, écoute, parce qu'il faut connaître son sol. Est-ce que mon sol est battant ou pas? Donc, il y a un indice qu'on peut calculer qu'on appelle l'indice de battance. Donc, c'est 1,5 fois pourcentage de limon fin. Donc, ça veut dire qu'il faut analyser son sol pour le savoir. OK, plus 0,75 fois pourcentage de limon grossier. Dans la table, ça a été présenté. C'est quoi le limon grossier? C'est quelle taille? Divisé par le pourcentage en argile. Donc, on a plus pourcentage en matière organique. Donc, tout ça, on peut analyser ça à travers une analyse granulométrique en haut, mais aussi l'argile, et une analyse chimique. On peut faire ça et puis on calcule son équation. Donc, si cet indice est supérieur à 2, on dit que le sol est très battant. Et s'il est inférieur à 1,4, on dit que le sol n'est pas battant. Donc, ça vous donne une idée donc, du comportement de votre sol par rapport à la battance. Donc, si tel est le cas, quelles sont les actions à mettre en œuvre pour limiter cette battance-là? Alors, donc, comment on mesure donc la texture? Donc, tout à l'heure, on me disait, est-ce qu'on peut l'apprécier à vue de l'œil? J'ai dit oui, mais il faut avoir cette expérience. Donc, mais aussi, on peut, donc, l'appréciation sur le terrain, ce qu'on appelle le test de malaxage avec la pousse. Donc, des sols ni trop secs, ni trop humides, vous prenez donc, pour malaxer. Donc, ça vous donne une idée de la texture. Voilà. Il ne faut pas que ça soit trop sec, il ne faut pas que ça soit trop humide. Donc là, vous pouvez avoir une première idée de la texture de votre sol. Alors, si vous prenez une certaine humidité, vous mettez ça sur le sol, vous commencez à malaxer. Donc si c'est collant, vous pouvez penser que le sol a tendance quasiment argileux. Mais si vous toussez donc des grains, des sables à l'intérieur, vous dites, ça, donc c'est un peu rugueux, dites que le sol a tendance sableux. Et souvent, c'est comme une farine, vous toussez, vous ne sentez pas des grains, ça ne frotte pas, et ça, caractéristique des limons. Oui? C'est là aussi j'ai vu des gens prendre des pots en verre. Maintenant, ils prennent une fraction de sable, ils le mettent avec de l'eau, ensuite ils remuent et laissent que... C'est décanté, oui, voilà. La décantation. Maintenant, ils vont voir des choses qui sont... C'est ça, on va revenir là-dessus. Donc ça c'est au niveau du labo. Hein? Voilà, on va revenir là-dessus. Donc ça c'est un premier niveau d'appréciation sur le terrain, qu'on appelle les tests de malaxage avec le pouce, mais aussi ce qu'on appelle les tests du boudin. Donc une deuxième méthode, mais que ce soit un sol bien ressuyé. Un sol bien ressuyé, cela veut dire quoi? Quand il pleut, notamment les sols sableux, donc ça va couler, ça va s'infiltrer rapidement. Donc vous voyez que l'eau est en train de descendre à une certaine vitesse. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Donc ressuyer, c'est-à-dire que vous attendez que l'excès d'eau est parti. Donc quasiment, il ne goûte plus. Ou bien, entre deux gouttes, il faut attendre beaucoup de temps. C'est-à-dire que l'excès d'eau est parti. Donc on dit que le sol a sa capacité de rétention de l'eau. C'est à ce moment que vous allez tester. Si vous prenez donc votre sol, vous essayez de faire un boudin sous forme donc à peu près comme ça. Donc si vous arrivez, s'il n'y a pas de boudin, on peut dire approximativement que mon sol a une teneur en argile quasiment inférieure à 10. Quoi. Okay? Donc on n'arrive pas à faire de boudin. Quoi. Et la plupart de nos sols, en tout cas là où on travaille, dans les bassins arachidiers, que ce soit centre-nord et centre-sud, puis on est autour de ça. Quoi. Les sables, vous prenez, vous mouillez un peu, est-ce que vous pouvez faire ça sans se casser? C'est difficile.
Donc vraiment, vous allez voir les anils des sols, on est à ce niveau-là, des teneurs faibles en argile. Ok? Si vous arrivez à faire un cercle, le boudin se rompt, donc si vous voulez, vous essayez de faire un cercle là-dessus, mais que le boudin se rompt, vous dites la teneur en argile à ce niveau-là. Donc ça, c'est déjà pas mal, quoi. Quand on a des teneurs en argile, ça, c'est super. Et si on arrive à faire les cercles sans que le boudin se rompe, on a des teneurs en argile qui peuvent être même supérieures à 20%. Alors, pour information, quand vous êtes dans les sols lourds, dans la vallée du fleuve, vous pouvez aller jusqu'à 60% d'argile. C'est extrêmement lourd. Et il faut des engins pour faire travailler ces sols. Voilà. Donc voilà, c'est des indicateurs d'appréciation de la texture de mon sol sur le terrain que je peux tester parce que les analyses, quand même, il faut les dire, ça coûte cher. Bon, on va revenir là-dessus. Donc on peut donner une... Mais si on voulait, dans le cadre de mon projet professionnel, que j'ai envie, donc je ne sais pas, de faire des manguiers, de l'arachide ou des bissap pour transformer, exporter, je vais voir est-ce que vraiment dans mon champ, je peux produire plus de bissap. Est-ce que mon bissap est plus adapté? Est-ce que c'est l'arachide qui est plus adapté? En termes d'exigence, à la fois pour les sols, mais aussi pour la pluviométrie. Ça, il faudra savoir. OK? Est-ce que ma plante là n'est pas, comment dirais-je, récalcitrante au niveau de l'acidité, etc. Donc il faudra savoir ça. Donc à la base, avant de s'investir quand même, il faut comprendre ça à la base. Pour savoir où est-ce qu'on va, sinon on risque de commettre des erreurs et c'est une perte d'argent. Ok. Alors donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, au laboratoire. Donc on fait des mesures au laboratoire, qui est assez fastidieux quand même. Donc vous prélevez vos sols dans votre champ. Alors ça dépend de profondeur. Nous on s'intéresse généralement au maximum 0,30 cm de profondeur. C'est là où il y a le maximum d'enracinement. OK? Et où vous avez vu les horizons que je vous ai montrés, ou 0,20. C'est là où, quand les gens, donc, à la fois pour les tracteurs, ça peut aller jusqu'à 0,20, 0,25 cm, ils disent, rarement 0,30, et en fonction de la qualité du labour. Et cette partie-là qui est meuble, que les racines vont se développer le maximum. Donc, les restes qui n'est pas labouré souvent, les sols commencent à se tasser. On va voir ça. Et les racines ont du mal à pénétrer. Donc, c'est un obstacle pour ça. Donc, vous prélevez vos échantillons de sol, il faut étiqueter, mettre ça dans un sachet, si possible avoir le point de coordonnées géographiques, le GPS, où est-ce que vous avez prélevé, pour voir une idée en termes d'isoète, là où vous êtes, les types de sols. Parce que vous allez, en ayant cette carte de fertilité, la carte, vous pouvez regarder, je suis sur ce type de sol-là. Donc c'est important. Oui, micro. À peu près combien ça coûte pour faire l'analyse du sol à peu près? Alors ça dépend des laboratoires. Et ça dépend, donc ça dépend du laboratoire. Ça dépend de ce que vous voulez faire comme analyse. Par exemple, dans mes terres, si je veux planter du piment ou du gourmand, donc à peu près, c'est quelle fourchette pour faire Alors, donc, par exemple, on peut prendre plusieurs facteurs. Imaginez si vous avez, donc vous parlez en fait le nombre d'échantillons qu'il me faut. Alors ça dépend. Moi, si je voulais faire cette salle pour faire du chou-pomme ou carottes ou piment, ça fait combien de mètres carrés ça? Peut-être 200 mètres carrés, je ne sais pas. Là, j'ai besoin d'environ, même un échantillon composite me suffit quoi. C'est-à-dire que sur ces 200 mètres carrés, je peux faire en diagonale ou en zigzag. Il y a des méthodes de prélèvement des sols, en cercle. Donc dans cette surface-là, je peux prendre environ 3 à 4 prélèvements, 0,20 cm qui m'intéressent ou 0,30. OK?
Quand je fais les prélèvements, je mets ça dans un seau, je les mélange bien. Les 4 prélèvements là, élémentaires, ou les 3, je les mélange bien mélangés pour que ça soit homogène. Et je prends environ 200 grammes ou 500 grammes de ces mélanges-là, je mets ça dans mon sachet, je mets l'étiquette, je prends au milieu de la parcelle les points de coordonnées géographiques, je mets la date, le lieu. Et cet échantillon-là maintenant, alors, donc, ça va dépendre donc de la taille de la parcelle que vous voulez faire, donc le nombre de prélèvements. Par contre, si vous avez 1 hectare à faire, alors là, il faut multiplier le nombre d'échantillons. Ça, on peut aller jusqu'à... Ça dépend de quelle finesse vous voulez y arriver. Donc si vous dites, bon, j'aimerais mieux comprendre parce qu'il y a dans mon hectare, il y a une forte hétérogénéité du milieu. Il y a des zones basses, il y a des zones moyennes, hautes, d'autres hautes. J'aimerais regarder dans chaque zone quelle est la qualité du sol. Donc il faut aller dans ces zones hétérogènes. Dans chaque zone hétérogène, vous faites des prélèvements, environ 3 à 4 prélèvements, vous les mélangez et vous dites ça c'est la zone basse, ça c'est la zone haute, etc. Et comme ça, quand vous amenez ça au laboratoire, quand on vous donne échantillon 1, vous savez que échantillon 1, ça vient d'où, quel niveau de votre zone, et puis vous allez voir, donc les niveaux de fertilité de votre sol. En tout cas, au niveau chimique, vous allez voir ça. OK? Donc, maintenant, si vous avez envie de faire de la granulométrie, que la granulométrie, c'est qu'on appelle l'analyse physique, vous faites la granulométrie. C'est-à-dire que vous voulez savoir quelle est la proportion donc, de sable, quelle est la proportion de limon, quelle est la proportion des argiles, etc. Donc, je n'ai pas un échantillon, les tarifs en tête. Alors moi, je fais partie d'un laboratoire. L'ISRA a des labos qui fonctionnent encore. Les labos de Bambey, au CNRA de Bambey. Donc il y a un collègue qui est là-bas. Et il y a le CRA de Saint-Louis. Il y a une autre collègue qui est là-bas. Ils ont un labo au sol plante. Donc dans ces 2 centres. Moi, je suis à Dakar. Et le laboratoire, l'NRPV dont je suis, fait partie de ce qu'on appelle un laboratoire mixte international. Et dans les sites où je suis, le labo est, on a des partenaires du Nord, de l'IRD et le CIRAD, notamment. Donc vraiment, c'est l'IRD, ils accueillent aussi des chercheurs du CIRAD. Et on a un laboratoire, donc mixte international. Donc dans ce laboratoire mixte international, il y a l'ISRA, il y a l'IRD, il y a le CIRAD, il y a l'INSA de Thiès, il y a l'IGB n'est pas encore entré, et l'université de Burkina Faso, je pense, j'ai oublié le nom de l'université, donc il y a Burkina. Et dans ces labos, on a plusieurs plateformes, tout ce qui est biologie moléculaire, tout ce qui est biochimie, enzymologie. Il y a un autre laboratoire qui est rattaché au LMI, donc le laboratoire mixte international, qui est un laboratoire de services qui s'appelle LAMA, laboratoire des moyens analytiques. On est dans les mêmes bureaux, en fait dans les mêmes locaux, même bâtiment. Et c'est le laboratoire-là, LAMA, qui fait des analyses. Moi, je peux faire des prélèvements des sols, je viens, donc je leur donne. J'ai dit, voilà les paramètres que je voulais analyser. Donc, ils ont un formulaire, je remplis le formulaire, je les renvoie. Il me faut un devis. Donc, il faut préciser le nombre d'échantillons que j'ai amenés, sol, les paramètres que je voulais faire, vous précisez. Dans les formulaires, c'est indiqué. Donc, il suffit de cocher. Vous les renvoyez, il te faut un devis, il t'envoie ça. Si tu penses que, bon, avec 3 4 échantillons, ça commence à te coûter cher, tu dis, écoute, je vais faire ça juste 2 échantillons ou un échantillon. OK? À la fois granulométrie, ils vont te facturer ça, ou bien chimique, tout ce que vous voulez faire. Donc, ils font aussi l'analyse de l'eau. Voilà. Donc, il y a un tarif interne. Nous qui faisons partie du labo, on a un tarif et puis il y a un tarif externe. Voilà.
Mais c'est un labo qui est, comment dirais-je, qui a une certification depuis quelques années déjà. Et en termes de fiabilité résultat, c'est nickel. Ça, je peux témoigner. Donc voilà, il est quelle heure? Il est 11h30? 19. Hein? Ok, on y va. Donc voilà, et donc si vous êtes intéressé, je peux vous donner le contact après, il n'y a pas de problème. Donc, une fois que votre échantillon est arrivé, faites le prélèvement, il faut le chercher. Ensuite, s'il y a des mottes, il faut les casser, c'est fastidieux, donc ça c'est au labo. Ensuite, il faut les tamiser, votre échantillon de sol. Donc nous, au labo, on utilise un tamis de 2 mm donc, pour faire les analyses, quoi. Donc vous tamisez, vous remettez dans les dossiers, après vous amenez ça au labo. Donc il y a quelqu'un qui s'occupe de ça pour faire des analyses. Donc c'est ce qu'il disait, donc il y a une agitation. Et après, il faut laisser se décanter. Voilà. Donc c'est l'AMA, vous voyez, laboratoire de moyens analytiques, qui appartient à l'IRD. Alors, donc ça, c'est un certain nombre de propriétés. Quand vous avez un sol sableux, un sol limoneux, un sol argileux. Bon, mais ça, vous ne pouvez pas l'apprécier ça sur le terrain. Il faut donc des analyses à faire. Donc, il y a des indicateurs. L'humidité qui augmente dans les temps. La cohésion qui peut augmenter aussi au fur et à mesure. Donc sur le sol sableux, quand vous augmentez un peu l'humidité, sa cohésion entre les éléments augmente un peu, ok, mais plus l'humidité augmente un peu, la cohésion commence à diminuer. Et après, ça il s'éclate quand même. Ça, ok, la cohésion, donc quand l'humidité est faible, donc les sols sablé, il suffit de voir facilement quand c'est sec, s'il n'y a pas assez d'humidité, il n'y a pas de cohésion entre les éléments. Donc c'est ça que ça montre. Mais plus l'humidité augmente aussi, la cohésion diminue. Donc il y a une relation entre les deux, antagonistes. Donc pareil, les sols limoneux, donc ici c'est ce qu'ils appellent la plasticité. Donc on a parlé tout à l'heure là pour former du boudin. Il faut que les sols soient plus ou moins plastiques pour faire du boudin, sinon tu ne peux pas. Donc là, les sols limoneux, donc plus l'humidité augmente, on peut augmenter la plasticité. À un certain niveau, la plasticité diminue. Regarde les sols argileux, qui sont extrêmement plastiques. Donc on peut faire ces boudins. Alors que donc, la cohésion, donc quand l'humidité augmente, c'est pourquoi on met de l'eau dans les cuvettes et là on peut facilement les travailler, quoi, parce que la cohésion est faible. Il y a beaucoup d'eau dans la cuvette, on met du riz et là on peut mettre même prendre donc, avec la main pour enlever les mauvaises herbes. Voilà. Donc plus c'est sec, la cohésion est élevée, c'est des sols on ne peut pas travailler. D'ailleurs là-bas, avant de travailler les sols, on met de l'eau, c'est pour casser un peu cette cohésion, pour que les tracteurs puissent. Mais il ne faut pas les faire trop, sinon ça devient trop plastique et puis le tracteur ne peut pas labourer, il va patiner. Donc c'est des propriétés donc, des sols en termes donc, de texture, cohésion, plasticité, en fonction de l'humidité du sol. Donc, on a assez vu ce que je pense que vous avez des notions déjà, hein, la texture. Nous, on va parler donc, la texture, c'est tout ce qui est la proportion, je répète, en termes de taille des particules. Voilà, sableux, argileux, limoneux, etc. Alors que la structure, c'est l'assemblage. C'est le mode d'assemblage ou arrangement de différentes particules solides. Donc, ces différentes particules solides, ça peut être du sable, du limon, de l'argile, de la matière organique du sol, pour former ce qu'on appelle des agrégats. Donc, et un agrégat, c'est un agglomérat de particules dont la cohésion interne
nécessite la présence de l'argile. C'est pourquoi tout à l'heure, lorsque je vous ai parlé de la cohésion, là, elle est élevée quand il y a, au niveau des sols argileux, parce qu'il y a beaucoup d'argile. Mais on a parlé des oxydes hydroxydes. Donc les FRP, c'est lié à d'autres minéraux. Donc tout ça, là, avec de l'eau, sont nécessaires pour connaître la formation donc, des agrégats. Et ces agrégats-là, souvent, quand ils sont formés, c'est ce qu'en réalité, les bons sols, il faut des agrégats. Donc, tu vois, voyez-vous, il y a de la matière organique, il y a du fer, il y a des argiles, il y a de l'eau qui vont former un lien entre eux, s'adhérer autour donc, de l'agrégat. C'est pourquoi ces agrégats, donc en termes de structure, quand il pleut, puisqu'il y a cette cohésion entre eux, donc la pluie a du mal à casser ces agrégats. On dit que le sol a une bonne stabilité. Donc les sols qui ont une très bonne stabilité, avec ces agrégats disponibles, quand il pleut, l'érosion hydrique est amoindrie. Parce que les agrégats sont bien formés et il y a une certaine énergie qui les lie, et ces liens-là. Donc il y a aussi les carbonates, on viendra voir. Donc, en termes de structure, il y en a deux principaux types de structures selon la présence ou absence des agrégats. Voyez-vous? Donc, quand il y a des agrégats qui sont là ou pas, on peut avoir deux types de structures. Donc, une structure fragmentaire, donc on voit des fragments, souvent même, on peut même séparer les agrégats là. C'est ce qu'on appelle, c'est là où il y a des agrégats. Mais une structure dans un sol, quand vous allez ouvrir une fosse, je vais vous montrer ça, une fosse pédologique, vous allez voir qu'il y a une continuité. Vous n'arrivez pas à distinguer s'il y a des agrégats. Vraiment, il y a une continuité. Donc, c'est ce qu'on appelle une structure continue. Donc là, il n'y a pas d'agrégat. Et la structure idéale, bien sûr, c'est ça. Quand une structure est continue, selon vous, qu'est-ce qui va manquer dans ces structures, dans ces sols? Quand vous avez un sol qui a une structure continue, bon, on va voir des images, mais avant d'y arriver, qu'est-ce que ça peut entraîner comme contrainte? Qu'est-ce que ça peut porter comme contrainte? Un micro? L'eau ne pourra pas s'infiltrer en fait. Voilà, parce que c'est continu, c'est tassé. Et quoi d'autre? Il y a micro, s'il vous plaît. Ça peut causer une érosion hydrique. Voilà, ça peut causer une érosion hydrique parce qu'il n'y a pas des agrégats, c'est pas solide. Dès qu'il y a de l'eau, ok. Et pour la plante aussi, il ne pourra pas retenir. Comment? Pour la plante, il ne pourra pas retenir l'eau. Oui, puisqu'il y a une érosion, l'eau est partie. Donc voilà. Mais alors, comme c'est tassé, c'est qu'il n'y a pas assez d'oxygène. C'est-à-dire que dans un sol, il faut qu'il y ait des galeries, des porosités, que l'eau puisse s'infiltrer. Donc vous avez, puisqu'on a dit que c'est continu, donc c'est tassé, l'eau ne peut pas rentrer, cela veut dire qu'il n'y a pas de pores. Et s'il n'y a pas de pores, l'eau n'arrive pas à rentrer, il ne peut pas y avoir assez d'oxygène, mais les micro-organismes ne peuvent pas vivre. Donc voilà, c'est extra. Donc ce sont des structures qui envoient déjà les fonctions qui peuvent être favorisées ou non favorisées. Voilà. Donc dans la structure fragmentaire, il y a en termes de mécanisme de formation. Donc je ne rentre pas trop dans les détails, ça c'est de la chimie. Donc que les argiles vont se floculer, donc grâce à la présence de matières organiques et des cations. Donc ça, c'est des cations qu'on appelle des cations basiques. Donc les calcium et le magnésium, tu vois, sont chargés positivement, alors que la matière organique est chargée négativement. Donc voyez-vous, il y a cette attractivité entre ions positifs et négatifs. Ils vont s'accrocher. C'est là où on arrive à avoir des agrégats. Donc il y aura ce qu'on appelle la cimentation. Donc je vous ai parlé donc, du calcaire, du fer, qui vont jouer un rôle de ciment, de lien, pour que vraiment ces agrégats-là, cette fragmentation est liée. OK?
Et puis l'activité biologique, on en a parlé. Et puis, donc, la matière organique s'est floquilée, les argiles s'est floquilées grâce à ces éléments. Ensuite, il y a une cimentation grâce à ça. Et ensuite, une fissuration. Vous allez voir. Donc, on a dit que quand la structure est continue, on voit, il n'y a pas de fissuration. On ne voit pas ça. Donc, une vision continue de haut en bas. Alors que là, donc, il y a une fissuration qu'on appelle phase de déchèchement accentuée en présence d'argile et surtout gonflante. Donc, ça, c'est des types d'argile qu'on appelle les argiles gonflantes, qu'on les trouve surtout dans la vallée et qu'on appelle les momorhéonites, qui, en absence de l'eau, donc, vont se gonfler et vous allez voir des fentes de retrait. On voit des sols lourds dans ces zones. Donc, c'est ça les mécanismes pour former des agrégats. Alors, on peut décrire un agrégat en fonction donc, de la forme, de la dimension, de sa netteté, etc. et de sa consistance, si c'est friable ou pas. Un bon agrégat doit être friable. Donc si c'est trop dur, c'est pas... Donc d'après, il y a 3 principaux types d'agrégats. Donc ça aussi, c'est des arrondis. Ça, vous allez voir probablement en physique du sol. Donc des agrégats qui sont arrondis en fonction des formes, des agrégats anguleux et des agrégats feuilletés. Et ce que les gens cherchent, c'est surtout cette forme-là, arrondie. Donc sous forme des boules, des petites boules qui sont liées entre elles, donc souvent même qui adhèrent aux racines. Ok? Voilà. Alors donc je le résume ici. Hein. Donc la structure du sol, donc vous avez deux types de structures. La structure fragmentaire avec des agrégats et la structure continue sans agrégats. Il faut retenir comme ça. Au niveau des agrégats, vous avez ces 3 formes-là, ces 3 principaux types. Et au niveau de l'arrondi, vous avez une structure qui est grenue, grumileuse, polyédrique, etc. Donc c'est des classifications pour voir une structure anguleuse qui peut être polyédrique ou prismatique, etc., feuilletée, plaque ou lamellaire. Mais la structure fragmentaire des agrégats qui est la plus recherchée, c'est ça. Et en allant vers surtout la structure grenue ou grumileuse, qui sont vraiment les plus recherchées quoi, quand on apprécie la structure d'un sol. Donc là, au niveau de la structure continue, on a dit qu'il n'y a pas des agrégats, c'est des particules et puis massives. On va voir ça sur les sols. Conséquences sur les types de sols, notamment nos sols sablés. Ok? Donc la structure grenue, donc tu vois, c'est des petits agrégats, environ 1 cm, très régulièrement arrondis, etc. Une structure grumileuse, donc un peu plus de taille un peu plus grande, etc. Et puis polyédrique, agrégat assez gros, polyédrique, mais à angle arrondi. Donc, maintenant, sur le terrain, il y a des facteurs qui peuvent être favorables pour qu'on ait une bonne structure, notamment la structure fragmentaire, ok, ou arrondie. Alors, on les a déjà cités un peu en haut, c'est la matière organique, il faut connaître la matière. Voyez-vous qu'à chaque fois on fait référence à la matière organique. Depuis la composition donc, de la partie solide, j'ai regardé, on a comparé les pays du Nord et nos pays, à chaque fois on fait référence à la matière organique. Donc il y a la matière organique, il y a les cations, on en a parlé, alors, on reviendra là-dessus, hein. Complexe argilo-imique, c'est qu'on appelle ça, et l'activité biologique. Donc la présence de ça, c'est la vie du sol, favorise donc la structure fragmentaire. Donc une meilleure structure pour un sol, il faut que ça soit poreux, il faut que ça soit friable, il faut que ça soit stable. C'est-à-dire que même s'il pleut beaucoup, donc on limite sa destruction. Donc le sol est quasiment stable parce qu'il a une bonne structure. Et cette bonne structure qui conduit, comment dirais-je, au niveau donc, fragmentaire, notamment arrondi, et il faut favoriser ça là. Donc tout ce qui est ça, notamment les calciums, c'est à partir du cholage.
les pH dont on avait parlé. Donc on peut améliorer aussi la structure du sol en apportant donc du cholat. Au-delà de la matière organique, donc l'amendement chimique dont je vous ai parlé. Donc l'amendement organique, mais l'amendement minéraux. Ok. Donc il faut donc favoriser donc l'activité biologique. Le fait d'apporter ça, la matière organique, le fait d'apporter des cations, notamment les cholats dont on a parlé, pour limiter l'acidité du sol en relevant les pH, parce qu'à un certain niveau de pH, notamment acide, l'activité biologique ne peut pas se dérouler. Donc il faut favoriser ça pour que l'activité biologique s'y déroule comme il faut pour qu'on puisse donc former des agrégats. C'est bon? Alors voilà, donc ça c'est pas chez nous parce que c'est dans des endosols, en sol autour donc, de la Méditerranée, je pense que à Montpellier. Donc tu vois, c'est des croûtes de calcaire qui sont là, un peu en profondeur. Donc vous avez de la litière en surface, comme ce qu'on avait vu, hein, former des débris et des restes d'êtres vivants. Vraiment, la vie du sol se déroule là, quoi. Ok? Donc là, il parlait de l'humus, c'est la matière noire. On verra ça davantage quand on avance. Je sais que c'est que l'humus. Donc on a dit débris de roches, matière minérale provenant de la dégradation des roches du sous-sol. Donc quand il y a des dégradations ici, parce que la vie du sol va se dérouler surtout ici, donc au fur et à mesure, donc il y a de lessivage, d'exfoliation en profondeur. Donc souvent vous pouvez voir, bon peut-être je ne le vois pas ici, la photo n'est pas nette, où il y a quelques agrégats. Tu vois, des petites mottes, on le voit, mais on le voit surtout ici. Voilà. Ça, c'est la meilleure structure. Voyez-vous, ici, il suffit de prendre une motte, vous pouvez les ouvrir avec la main. Donc, vous pouvez les ouvrir avec la main parce que ce n'est pas massif. Vraiment, c'est une bonne structure. Voyez-vous, les racines n'ont pas eu beaucoup d'obstacles pour traverser. Et partout, elles ont colonisé partout. Les racines sont partout. Or, les racines puisent, on va voir, les racines, quelle que soit la plante, puisent leurs nutriments dans les sols. Plus les racines colonisent un grand volume de sol, mieux ils trouvent donc des nutriments pour se nourrir. Mais si jamais il y avait des obstacles quelque part, les racines ne peuvent pas aller, donc vont se concentrer là où c'est facile d'y se pénétrer, c'est-à-dire que vous allez limiter le volume qui peuvent être explorés par les racines. Donc vous allez limiter donc la disponibilité des nutriments pour les racines. Et vous allez pénaliser donc la croissance de la plante, donc sa productivité. C'est bon? Donc ça c'est au Brésil, sur des sols, je ne sais pas si c'est des sols climat tropical subhumide. Alors, donc on a vu les agrégats. Là, c'est la structure continue. Donc on avait vu la structure fragmentaire. Donc on a dit qu'il n'y a pas d'agrégat du tout. Et une structure particulière. Les particules sont libres les unes des autres. C'est vraiment les sols sableux, quoi. Voilà. Ils ne sont pas liés. Et là, vous le voyez, quoi. C'est vraiment continu. Une structure massive. Et là, donc, quand c'est comme ça, il est difficile, donc, notamment quand c'est assez, que l'eau puisse s'infiltrer rapidement, il peut y avoir des capables. On ne voit pas assez de galeries. Donc, c'est. Un sable de mer, oui, peut-être. Non, pourtant, c'est pas. Voilà, ça ressemble à ça, mais on est loin de la mer ici. Ça, c'est nos collègues qui ont. Je viendrai ce qu'on a fait, nous, dans les bassins arachidiers. Ça, c'est nos collègues qui ont fait ça, je ne sais pas, au Sénégal, mais c'est pas vers la mer. Donc, vous voyez, donc c'est complètement continu. Il n'y a pas de galerie, c'est rare. Donc, ça montre qu'il n'y a pas assez de vie, quoi. OK? Donc, sol sableux, peu différencié, pas d'agrégat. La structure est continue, couleur sombre visible en surface,
faible présence de matière organique, on ne le voit pas beaucoup, hein, contrairement à l'autre sol. Ok, insuffisante pour que se forment des agrégats. Donc ça jusqu'à 1,30 m. Donc impossibilité ou insuffisant pour que des agrégats se forment ici. Ça, c'est au Sénégal. Nous, on a eu à faire récemment dans les bassins arachidiers. On est à peu près 1,50 m de profondeur. C'est lourd. Donc vous voyez, au fur et à mesure on descend. Bon, peut-être que ça ne sort pas bien là-bas, mais l'autre, vous voyez, plus haut. Donc il y a un premier horizon, 0,20. C'est vraiment se concentrer la matière organique. Ok. Au fur et à mesure, cette couleur noire sombre disparaît. Et on a une couleur plus ou moins rougeâtre. C'est pourquoi on appelle le sol ferrugineux. C'est-à-dire que quand le sol s'est formé, avec la pluie, l'infiltration, etc., ici, plus précisément autour des Nioro, donc dans cette zone, on appelle des sols ferrugineux tropicaux, peu ou pas lessivés. C'est-à-dire que quand on parle de lessivage ou lessivage, on parle des argiles. Donc les argiles qui sont formées souvent ne sont pas descendues en profondeur. Donc peut-être ça qui met par là. Donc peu ou pas lessivés. Alors que quand vous descendez un peu plus vers le sud, on parle des sols ferrugineux tropicaux lessivés. C'est-à-dire que les argiles vont descendre beaucoup plus en bas. Et là, donc, dans ces sols ferritiques, plus vous descendez, vous allez voir des croûtes de fer, comme les latérites, là, qu'on voyait sous forme de boules, à l'intérieur très solide, vous allez voir s'accumuler en bas. C'est pourquoi on dit des sols ferrugineux, donc riches en fer, en profondeur. Donc il y a la migration du fer vers le bas. Ok. Donc la structure aussi, donc, elle est complètement massive, continue, pas d'agrégat. Et d'ailleurs, dans ces sols, donc on a fait des analyses, vous allez voir en termes de structure, en termes de texture, mais aussi de la composition chimique. Voilà. Grosso modo, nos sols sableux ressemblent à ça, dans les bassins arachidiers. 0,20 cm qui est beaucoup plus riche. Donc les analyses sont en cours parce qu'on a fait des prélèvements en fonction des horizons. Donc on sait que la majorité donc, de nos cultures, donc nous on fait maïs, peuvent aller de 0 à 30. Mais attention, notamment les milles, peut aller jusqu'à 1,50 m, voire 2 mètres de profondeur. Parce que le mil est adapté dans ces conditions difficiles. Comment dirais-je, notamment en allant vers le bassin arachidier centre-nord, où il n'y a pas assez de pluie, il y a l'irrégularité des pluies. Et donc le mil s'est développé, c'est bien adapté dans cette zone, comment dirais-je, en allant chercher de l'eau dans les plus grandes profondeurs. Donc la racine du mil peut aller loin. Les maïs, idem, mais je pense que le mil est encore plus que les maïs. Donc voilà. On peut s'arrêter là? Voilà. On va prendre quelques minutes de pause avant de continuer.